Silence has great beauty. Bonjour à tous les deux. Merci de venir enregistrer cet épisode dans le cadre du Deep Tech Connect aujourd'hui. Je vais commencer par la question vraiment la plus dure de l'épisode, c'est de vous demander de vous présenter. Je vais commencer par Patrick. Patrick, tu représentes la SAT Toulouse Tech Transfer. Est-ce que tu peux te présenter déjà, qui tu es et surtout que fait la SAT de Toulouse aujourd'hui? Est-ce qu'elle a une spécificité particulière dans le territoire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier? D'accord. Alors, je m'appelle Patrick Asneuve, je suis le président de Toulouse Tech Transfer depuis 4 ans. Je vais aller assez vite sur mon parcours, mais j'ai un parcours de financement de l'innovation. Je suis chimiste à la base, mais il ne faut jamais le dire parce que c'est très très loin. Et plutôt sur le financement de l'innovation, la gestion de projets innovants et l'accompagnement de start-up également. Donc, j'ai pris la direction de TTT il y a 4 ans en essayant de donner une impulsion sur la valorisation par voie de création de start-up. Et en quelques chiffres aujourd'hui, Toulouse Tech Transfer la SAT a été créée en 2012, donc on va se baser sur 12 ans d'activité. On a traité un peu plus de 1200 inventions, on a déposé 400 brevets, on a financé 400 programmes de maturation. On a signé l'an dernier la 200e licence, donc on doit être à 220 licences aujourd'hui, 200 licences de transfert. Et on a participé à l'éclosion d'une cinquantaine de startups. Donc vous êtes au capital ou? Alors ça dépend, sur cette corbeille de 50 startups, nous sommes au capital d'un tiers. Ce n'est pas systématique. Ce qui est pas mal. Alexandre, oui. Tu as vu, j'ai bien prononcé ton prénom, j'espère. Bon début. Toi, tu es le CEO d'Ecolanca. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est Ecolanca et surtout comment c'est né, d'où tu viens en tant qu'entrepreneur? Oui. Moi, j'ai la réponse, mais le parcours m'intéresse. Oui, en fait, basé sur les résultats de ma thèse, nous avons développé la technologie pour rendre les emballages, les plastiques dégradables. Et en fait, ça peut être utilisé, je dis déjà emballage, mais pour plusieurs applications où il faut séparer les matériaux ou parfois avoir les pistes vers biodégradation pour les plastiques qui ne sont pas recyclables ou dégradables. Et nous, en apportant cette valeur. Et ça, je dis ça maintenant, mais au début, quand j'ai commencé, c'était bien évidemment pas si clair et ça, c'était le travail à faire. Oui, mais moi, je suis formation chimiste et chimie de matériaux et là, j'ai pris la casquette de PDG il y a quelques mois, mais je travaille sur le sujet de création il y a 3 ans déjà, 2 ans et demi. Voilà. Depuis ta thèse? Oui, depuis la fin de ma thèse, j'ai commencé à fond, mais même pendant la thèse, j'ai déjà... Derrière moi de ma thèse, on a déjà contacté TTT pour discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, et alors, du coup, tu as fait cette thèse, j'imagine, au départ sur une problématique bien plus précise que le cas d'usage que tu m'as donné là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es réveillé le matin, ou après plusieurs matins, en te disant « je fais une thèse, peut-être que ça pourrait devenir autre chose qu'une thèse ». Ça a été quoi le déclic et à quel moment tu t'es dit il faut que j'aille voir une SAT quoi? Oui, en fait, c'était pas exactement ça ce qui se passait. En fait, c'était grâce à Mathias Desterac, mon directeur de thèse, et il a travaillé déjà avant dans l'industrie. Il a déposé 80 brevets, du coup, il comprend l'innovation et les premiers brevets, c'était déposé, nous sommes les deux co-inventeurs. C'était fait avec TTT et avec l'Université de Toulouse et CNRS. Du coup, ils ont été déposés et on ne savait pas qu'on va créer cette société. Moi, j'étais sur le projet juste parce que je suis chimiste passionné. Du coup, c'était vraiment un sujet pour moi académique. Cible, c'était les publications, etc. Et puis, postdoc, je pars. Mais au fin de ma thèse, ça se passait très bien avec lui personnellement. Du coup, on était assez proches et on a bien développé ensemble. Je lis articles, je lis brevets. Et puis après, au final... Je lui dis alors il faut que je parte, je sais, qu'est-ce que tu me conseilles à faire? Il me dit attends, avant que tu pars, je te propose, est-ce qu'on peut au moins tenter ou voir s'il y a des sujets de création d'entreprise? Je sais que tu étais changé, maintenant il y a un nouveau chef
c'était il y a 4 ans. Il m'a dit, là maintenant je vois qu'on a le lien et ils ont soutenu les 2 brevets. Du coup, il y a attraction de leur côté et je sens qu'il y a l'innovation dedans qui est valorisable. Mais nous ne savons pas du tout que ça peut être. Nous savons qu'il y a les avantages par rapport parce que le sujet était développé déjà par les acteurs différents, les industriels aussi, mais nos molécules elles ont été si simples et si nouveaux qu'on a pensé il y a quelque chose, mais on ne savait pas. Du coup, au début, c'était vraiment, on a tenté, et moi, je suis assez ambitieux par rapport à valoriser. Voilà. Et Patrick, donc a priori, vous êtes tous les 2 chimistes, hein, ça a peut-être créé un lien. Mais Patrick, tu sais, j'ai retenu. Mais Patrick, toi, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qui fait, alors je pose la question sur Ecolanca, mais de manière plus large, qu'est-ce qui fait qu'entre 2 sujets de thèse ou 2 brevets, tu te dis, tiens, là, il y a un truc. Qu'est-ce qui fait qu'Ecolanca, tu t'es dit, bah ouais, là, ça vaut le coup qu'on essaye de construire quelque chose sur ce sujet? J'imagine que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, Oui, mais voilà. Ouais, Comment ça se passe très concrètement? Alors, très concrètement... La sortie de labo, alors quoi. déjà, c'est pas moi tout seul. Les décisions sont assez collégiales. Parce qu'en fait, chaque fois que nous avons un projet, il y a une détection dont le métier de la SAT, comme tous les autres, c'est détecter, protéger, maturer, monter en TRN et ensuite faire un choix de voie de valorisation, soit par licensing classique à une entreprise existante, soit par licensing à une start-up. Et généralement une start-up que l'on aide dans son montage, dans sa construction. Donc tout ça, cette chaîne-là demande plusieurs types de compétences et des compétences complémentaires. Donc dès qu'une invention arrive chez nous, c'est une équipe projet. Ingénieurs pays, les gens qui connaissent le business, on est organisé en pôle. En gros, il y a toujours 3-4 personnes qui sont autour du projet. On crée une équipe projet avec le chercheur concerné. Ça, c'est important aussi, avec le chercheur concerné. Ouais. Comme ça, on monte un projet. Quand on va plus loin sur un projet, et j'y reviendrai, c'est une décision partagée. Et on se met d'accord sur les jalons. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les go, no-go? Et donc ça, la notion d'équipe projet est très importante. Il faut les affaires, c'est la confiance. Et concrètement, sur un projet comme ça, vous êtes réunis? Et donc, sur un projet comme ça, c'est de manière, je dirais, presque naturelle. Quand un projet arrive, on se pose la question de qu'est-ce qui fait, est-ce qu'on se projette sur une création d'entreprise? C'est un peu, moi, il y a 4 ans, c'est ce qu'on a mis un peu en place. C'est-à-dire quand on a un projet intéressant, se dire quel impact, à quoi ça va servir, à qui ça va servir, est-ce qu'il y a un besoin? Parce que forcément, on pourrait avoir plein de projets. Tout à la fait. question, c'est, nous sommes aussi un peu comptables de l'argent public que l'on a. Donc se poser la question, c'est l'efficacité, l'impact de l'euro investi. Et comment vous mesurez ça au tout début? Et au tout début, C'est quoi vos variables? Alors il y a un peu de, déjà c'est la qualité de l'invention. Parce que quand on fait un travail d'analyse sur la brevetabilité, on travaille sur les bases de brevets, ce qui est sorti, sur les publications, et on peut se faire une première idée de est-ce que c'est une invention assez accessible ou est-ce que c'est vraiment une invention de top niveau. Ça, on est capable de l'apprécier. Et à partir de là, on construit une politique de protection. Alors, ça peut être du brevet, ça peut être du savoir-faire, dans certains cas ça peut être du logiciel, enfin, oui, sur le numérique il n'y a pas que du brevet non plus, mais c'est construire une politique de protection. Et ensuite, en fonction de l'impact que l'on imagine aussi, on fait, quand je disais dans l'équipe projet, on met aussi des gens qui font du positionnement marché, de se dire qu'est-ce qui existe, quels sont les concurrents, quels sont les acteurs sur les marchés que l'on vise. Et à partir de là, il y a une forme d'alchimie à un certain moment. Et ça prend combien de temps de faire ça? Oui, alors ça dépend ce qu'on voit, mais pour se faire une première idée, alors déjà on essaie d'aller très vite aujourd'hui, on essaie d'aller très vite sur la phase de protection. Protection, dépôt de brevet, parce que très souvent, forcément, ils arrivent, mais au fait on va à un colloque et puis on va publier, et Attends, avant on va, voilà. Donc ça, sur la protection, on va assez vite. Et après on se dit, on met des go-no-go, des jalons.
qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an. Et donc on commence à monter comme ça un programme de maturation, pré-maturation, enfin on appelle. Ça dépend des SAT. Tout ça, ces termes sont des termes administratifs qui ont été mis en place pour sectoriser des choses qui n'ont pas forcément toujours, qui sont pas toujours proches du marché. Moi je parle de preuve de concept. Donc, il y a preuve de concept amont, puis après au milieu, preuve de concept aval. Et donc ce qui fait qu'on se fait une idée, c'est le type de marché et c'est aussi le profil du porteur. Le profil du porteur qui dit de toute façon, moi, Lavalo, vous faites ce que vous voulez, j'ai fait mon truc, oui. Puis on a d'autres qui disent, moi ça m'intéresse un peu. On a un cas comme lui qui dit, moi j'y réfléchis sérieusement pour moi-même. Et donc derrière ça, on met en place un dispositif d'accompagnement aussi. Ouais. Sacha peut en parler, c'est de l'accompagnement, ne serait-ce que la posture de porteur de projet, de créateur, de tout ce qui est autre que technique. Et justement... Est-ce que je peux compléter, Patrick, juste un petit peu? Oui, vas-y, c'est peut-être lié à ma question. Oui, effectivement, première chose, accompagnement. Je pense que j'étais entouré de 5 personnes de TTT. Au début, on a passé première étape, c'était vraiment nos évaluations personnelles. Côté TTT, il y a les profils qui jugent à peu près le match entre la tech et capacité de nous engager, de prendre le risque, parce qu'au début, on ne sait pas où on va. Et je ne savais pas que ça va être si difficile. Mais j'ai aucun regret, mais c'est juste, c'était le moment où ils nous challengeaient. Est-ce que vous êtes sûr, vous savez que ça va être... beaucoup de choses ne vont pas aller avec vous. Mais par rapport au temps, ça prend du temps, mais on n'était jamais bloqué par TTT. Dans mon cas, je ne sais pas comment c'est pour tout le monde. Chaque fois, je disais, là, je souhaite aller vite, et même vite de genre fou. Et c'était quelquefois, je dis, je vais créer là, dans quelques mois, il faut accélérer. Et côté TTT, c'était OK, on va accélérer. Et j'étais jamais bloqué par leur côté. Je ne vais pas parler d'autres acteurs. Mais oui, c'est bien, il faut anticiper le temps. Mais dans le cas de TTT, tu passes de jalon à jalon. Au début, c'est côté personnel, s'assurer qu'il y a le fit entre innovation et les profils et notre capacité. Et je pense que première année, j'étais pas sûr que je vais être CEO parce que j'étais en posture de chercheur. Et du coup, c'est un autre type de métier et tu te sens pas à l'aise. Mais au fil du temps, j'ai développé. En fait, j'ai eu beaucoup de soutenance de Gaston, qui, je ne sais pas son rôle, mais il était notre premier intervenant à la phase de TTT, et aussi on était toujours Claire et les autres, je peux évoquer 4-5 personnes qui étaient toujours à côté. Ils nous aidaient un petit peu de nous rassurer que c'est faisable, voici tel jalon, bien sûr il y a problème. Et sur quoi, en sortant justement de ton rôle de chercheur, parce qu'effectivement, quand on fait de la recherche, le KPI de réussite, c'est un peu le nombre de publis, le nombre de conférences, etc. Ouais. Donc là, ça change complètement de prisme. Qu'est-ce qui était le plus gros challenge pour toi sur lequel, en fait, cette équipe t'a vraiment aidé? Alors j'ai compris, il y a la posture, etc. Mais moi, je pense aussi à tout l'autre aspect, l'aspect business. L'aspect aussi de se dire à un moment, il faut arrêter de chercher pour essayer de démontrer. Voilà. C'était quoi pour toi le truc le plus dur, vraiment, et sur lequel la SAT, si elle n'avait pas été là, a vraiment été finalement un vrai accélérateur pour toi personnel? Ça, c'est une question complexe. Je pose pas des questions faciles, sinon... Oui, je peux dire, au début, eux, ils ont été premiers qui montraient qu'il y a, dans cette technologie, il y a quelque chose parce qu'ils ont investi dans le programme de prématuration, ils ont financé les choses qui étaient importantes à montrer. Pour nous, c'était dégradation de polyéthylène. Là, c'est un jeu lequel on ne pouvait pas faire dans notre labo et du coup, ils nous ont aidés. On a eu des partenaires, ils ont financé le premier POC comme ça. Et puis, ils ont soutenu notre programme de maturation pour un autre brevet. Ça nous aidait beaucoup. Dès le début, ils montraient, OK, on croit dans le projet. Et puis, on a commencé à discuter avec eux. Et pour moi, personnellement, ce qui était... Pardon, j'ai touché, je pense. Ce qui était challengeant au début, c'est d'assumer que tu peux échanger avec
gens avec les clients. Il faut parler avec le monde que tu ne connais pas et qui sont différents. Sa posture, ce n'est pas les chercheurs. Du coup, il faut vulgariser ton discours. Ça, c'était challengeant de mon côté. Et au début, c'était TTT qui m'a mis en relation. Et sans eux, je pense que c'était pour moi comme étrangère. Étrangère dans tous les sens, sans étrangère parce que je suis chercheur et parce que je suis ukrainienne. Du coup, en France, j'ai zéro réseau. J'ai mes amis de l'université et de ma thèse, mais ça, c'est les amis qui, dans ce contexte-là... Ils ne sont pas dans le business, quoi. Pas du tout dans le business. Et là, maintenant, j'ai pas mal de contacts. Et au début, c'était TTT qui m'a mis en relation avec les acteurs, qui m'a mis en relation avec l'autre. Alors, ils étaient catalyseurs initiateur de première rencontre. Et puis j'ai parti, là maintenant nous sommes en relation plutôt maintenant comme associés et comme partenaires où je les sollicite juste pour les points précis sur côté pays plutôt. Mais au début c'était tout. Et Patrick, tu disais tout à l'heure, ça c'est un peu un cas pas si courant d'avoir le chercheur qui souhaite finalement porter son projet en tant qu'entrepreneur. Vous avez aussi des cas d'équipes de recherche qui inventent des choses à fort potentiel mais qui ne veulent pas forcément. Quel est justement votre rôle à ce moment-là pour déjà valider l'intérêt de marché de ce projet et surtout pour entourer ce projet de compétences qui vont lui permettre de sortir de terre, quoi. Donc, comme je le disais, on a déjà pas mal de compétences à l'interne que l'on met à disposition pour le début, des projets. On mène aussi des études de marché. Dans le cas présent, dès le début, dès qu'on a une idée, une invention, qu'elle est protégée, on a nous-mêmes en interne des business développeurs qui prennent des contacts, qui ciblent les marchés. Donc vous avez des commerciaux, quoi, qui, entre guillemets. On a des... Oui, quand même, des gens. Développeurs. Oui, voilà, on l'appelle un peu comme on veut. En tout cas, des gens qui savent cibler les end-users, qui savent cibler les opérateurs intermédiaires, qui savent cibler quels sont les bons acteurs dans les entreprises et qui prennent leur téléphone. C'est intéressant ce que tu dis. On dit pas assez. Qui savent appeler, qui savent comprendre le besoin de l'interlocuteur. Il n'est peut-être pas intéressé par la techno qu'on propose tout de suite, mais c'est bien de comprendre aussi qu'est-ce qui peut l'intéresser et du coup peut-être faire des transformations en amont. Donc il y a tout un travail qui est fait sur la techno et sur la recevabilité de la techno par des opérateurs sur un marché. Bon, ça c'est un travail qu'on esquisse déjà chez nous. Et ensuite on le complète par des études de marché, par des prestataires, on fait intervenir des prestataires. Ils font des études de marché plus calibrées, mais au moins on travaille ensemble le cahier des charges. Donc ça fait partie des éléments. Sur le volet humain, ce que je disais tout à l'heure, c'est, je ne sais pas dire la proportion, mais en tout cas, l'idée n'est pas de forcer, c'est important ça, l'idée n'est pas de forcer des jeunes doctorants à trouver leur boulot en créant leur entreprise. C'est un risque qu'il y a. Oui, je suis d'accord. Pour ça. Donc nous, ça, on veut pas rentrer là-dedans. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce qu'il a envie et s'il a vraiment envie, eh bien ok, banco. Et comment on va l'aider pour acquérir les compétences autres qu'il n'a pas forcément. Et quand il disait tout à l'heure, on a fait des évaluations, ils ont fait des évaluations. Enfin, c'est pas de l'évaluation au sens c'est bon, c'est pas bon. C'est plus de l'évaluation, c'est bienveillant en fait. Essayer de comprendre ensemble quels sont les points qu'il va falloir renforcer. Et derrière, de mettre en place des actions. On a eu des questions personnelles, vraiment. Tu m'as aussi dit tout à l'heure un élément important, je suis désolé, Ils sont bavards. Un élément qui est très important, c'est aussi la relation avec... dans son cas, lui, avec son directeur de thèse. Ouais. C'est parfois avec d'autres chercheurs qui sont dans l'équipe. Qui va participer à l'aventure à la création de start-up? Qui va s'impliquer? Oui, non, moi pas trop. Il y a ceux qui disent oui, puis après tout, non. Ou non, mais en fait, si j'avais su. Tout ça, c'est des choses à déminer en amont. C'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain. Et comprendre si le groupe qui est avec nous là, il va s'entendre. Alors on n'est pas des devins. Vous créez les conditions pour.
alors on crée les conditions pour qu'ils se comprennent entre eux. On parle de cadre de référence, cadre de valeur. De se dire est-ce qu'on est bien d'accord sur la trajectoire, quelle trajectoire on construit ensemble. Et on est bien d'accord. S'il y en a un qui a une gêne, il faut qu'il le dise. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a des... Ça, on a de la méthodo pour travailler ça. Et je pense que si on doit être... Si on a une petite fierté ces dernières années, je pense que c'est là-dessus. Il y a la maturation technique, technologique qui est une chose, mais en elle seule, ça ne suffit pas. C'est l'équipe. C'est l'équipe et puis c'est l'ensemble d'autres éléments, et notamment de l'humain. Et justement, en parlant de ça, sur justement des projets sur lesquels il va falloir aller trouver des gens à l'extérieur pour en partie les porter, tu m'as dit, bon, nous, à Toulouse, on a un peu d'expérience, pour ne pas dire des cheveux blancs. Ça fait pas tout. Hein. Qu'est-ce que ça te permet d'apporter justement pour des projets qui ont ce potentiel, où il y a une équipe de recherche qui a envie d'y rester engagée mais qui n'a pas forcément envie d'être l'entrepreneur? Comment du coup ça vous permet d'aller trouver justement ces entrepreneurs qui ne sont pas des chercheurs mais qui vont venir en fait co-construire avec ces équipes-là le projet? Aujourd'hui, il y a des viviers qui existent. Déjà par nos réseaux, les uns les autres, on est tous passés, pour beaucoup d'entre nous, on est passés dans le monde du business, donc on a quand même des réseaux, on pense à des gens qui ont un parcours, qui peuvent être disponibles, intéressés par la thématique. Il y a aussi des viviers qui sont un peu plus normalisés, Tandem, Tango, Tandem d'ailleurs qui était une initiative de nos collègues de Lyon, qui a été ensuite repris, déployé par BPI pour en faire aujourd'hui un outil particulièrement accessible. Tango pour des fonctions connexes. Donc on va chercher des profils dans ces bases de données. On a quelques relations avec des chasseurs de tête, qui font du placement, qui peuvent être intéressés. Voilà, on essaie de piocher. Et ensuite, le moment de vérité, c'est... le matching. C'est le matching. Tout et à là, de la même façon, ce que j'évoquais tout à l'heure, on le fait... Là, pour le coup, c'était un peu entre chercheurs. Là, c'est... on va prendre le cas, c'est 1, 2, 3 chercheurs avec un CEO qui arrive. Et donc, qui n'est pas un chercheur. Qui n'est pas un chercheur. Et qui amène beaucoup de choses complémentaires aussi. Et donc, comment on arrive à se projeter ensemble, se rassurer sur un certain nombre de valeurs. Et ça, je crois pouvoir dire qu'on a un certain savoir-faire maintenant. Et on a compris que ce temps entre sortie de labo, maturation, dérisquage du marché, de la technologie, enfin il y a quand même tout ça, l'API, ça dure assez longtemps. 2-3 ans, peut-être même un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit ça y est, on ouvre la start-up? À quel moment? Qu'est-ce qui est le détonateur? Alors dans ton cas sur Ecolanka, mais de manière plus large, c'est quoi les indicateurs où à un moment donné on se dit ça y est, le truc est prêt? Et je vais préciser ma question parce qu'on est dans un contexte économique qui se tend en termes de levée de fonds, etc., qui n'est plus le même en tout cas qu'il y a 5 ans. Donc quels sont les indicateurs? Est-ce qu'ils sont en train un petit peu de changer? C'est-à-dire est-ce que le marché par exemple et la traction potentielle commerciale prend un peu plus de place sur cette décision-là? Voilà, comment ça se déclenche la création? En fait, et on finira là-dessus parce qu'on m'a fait un petit rappel de 5 minutes et je pense qu'on dépasse, mais c'est pas très grave parce que c'est intéressant. Pour moi, il faut que tes clients sont prêts à payer. S'ils ne sont pas prêts à payer, je pense que ce n'est pas le bon moment. Pour nous, c'était comme ça. Au début, on a eu 3 clients qui étaient prêts à engager. Puis on a eu quelques problèmes de blocage parce que j'étais toujours en maturation. C'était les côtés techniques, mais puis on a créé. Le moment doit être prêt quand tu sens qu'il y a les vrais moyens dedans et c'est pas que l'intérêt général, oui, c'est cool, ton tech est génial. Oui, et effectivement, quand tu as vraiment compris la problématique et tu as un plan d'action pour 3 ans. Ok. Si c'est clair que pour 6 mois, je pense que c'est pas le même. Patrick? Alors moi j'ai un vieux type, c'est de dire mais tu crées quand tu es prêt à faire ta première facture. Donc ça c'est votre mantra, vous ne créez pas tant que... Non, d'une manière générale. Là on est quand même sur des typologies un peu particulières où on a besoin de créer pour déjà
sécuriser le fait que on va pouvoir exploiter la technologie, l'API, avoir la parfaite exploitation, et ensuite aller lever des fonds, parce que même si on dérisque une grosse partie de ces projets-là, TDT, on investit à peu près 5 millions d'euros par an sur des projets de maturation. Dans le cas d'Ecolanca, ça dépasse les 500 000 euros, les dépenses qui ont été nécessaires pour pouvoir faire mûrir cette technologie. Et c'est pas fini. Oui. Donc il y a besoin de créer, parce qu'il y a besoin d'aller chercher Les financements plus publics, de financement. privés. Et à partir de là, si on va chercher des investisseurs privés, publics ou privés d'ailleurs, on a besoin d'avoir une structure qui déjà présente un certain nombre d'assurances, entre guillemets. Oui, mais c'est juste il faut que tu trouves une manière de financer au moins partie de ton recherche avec les industriels, parce que sinon dans cette économie, on a essayé au début de lever de fonds avant de faire tout ça, et ça n'a pas bien marché, et maintenant avec la situation, on trouve que c'est mieux de plutôt chercher les Et clients. aujourd'hui, et on se termine là-dessus, alors moi je trouve ça assez intéressant le lien que vous avez. On sent qu'il y a vraiment une équipe en fait entre Ecolanca et Toulouse. Non mais c'est vrai, on sent vraiment qu'il y a un lien. Quelles sont tes prochaines étapes à toi et du côté de Toulouse, c'est quoi votre rôle quand la boîte est créée, qu'elle s'apprête à lever des fonds, qu'elle en a déjà levé, qu'elle doit monter ses concours à Innov, ses projets européens, enfin il y a tout ça derrière. C'est quoi tes prochaines étapes à toi et quel va être le lien que tu vas semaine prochaine, je commence la levée de fonds. Ok. Du coup, ça sera le premier site. Et en même temps, Tu cherches combien 400 000. Ok. Pas trop, juste on commence petit à petit, on préfère d'aller précoce et le faire plutôt bootstrap. Et aussi, oui, les clients, je crée les partenariats, du coup je travaille sur ça et les levées de fonds. Et oui, TTT, je pense tu peux compléter comment tu es impliqué. On a un très bon lien, je peux dire juste. Oui, une fois que la structure est créée, parfois on devient actionnaire. Ouais. Et Ce qui est le cas là. Et parfois pas. Là, c'est le cas. Et il y a des choses qui sont incontournables dans l'investissement, parce que là, on est avec une casquette un peu plus investisseur. C'est aussi une assurance d'être ensemble. Une assurance y compris pour eux, de dire ils sont toujours là. Ouais, je comprends. Et on va actionner, qu'est-ce qu'on fait nous derrière? C'est actionner nos réseaux de financeurs, d'accompagnants, de contact business qu'on avait au départ, qu'on va relancer, qu'on leur confie. Je dirais presque après, c'est un rôle d'actionnaire déjà, quand même. Mais même si on d'associé. D'associé. Mais même si on ne prend pas des parts, on continue d'accompagner les startups autant que possible et d'être surtout en retour. Alors, ça donne l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. En fait, sur le projet, on ne s'est pas vraiment connus. Oui. Il a travaillé avec des équipes. Par contre, ce que l'on a fait là depuis 2 ans et demi maintenant, on a mis en place un club de start-upers, de start-up qui sont arrivés à éclore dans notre périmètre. Et donc 2 fois par an, on les réunit. Ils ont tous, quelque part, ils ont connu des sujets, des problématiques similaires. Et donc du coup, il y a ceux qui sont, parce qu'aujourd'hui, on en a qui ont 10 ans d'existence, avec une forme de réussite et qui sont en capacité d'aider les autres. De parrainer un peu les autres. Et je dirais que, alors on ne va pas faire de la grande philosophie, mais ce passage de témoin, le fait que ceux qui y sont arrivés, qui ont essuyé des plâtres, sont en capacité d'accompagner des plus jeunes, des nouveaux, c'est pas une Mais question aussi, mais des nouveaux, je trouve ça beau. Voilà. Et quelque part, il faut avoir des convictions dans la vie, comme dans le pro, comme dans plein d'autres choses. Et le fait d'arriver à créer ça, ça fait partie aussi un peu des choses dont on est assez content là, ces derniers temps. Et en termes de perspective, on fait à peu près une 20aine de licences par an de transfert. Aujourd'hui, on est à 50% sur des startups. On est à un rythme, nous, où si on peut accompagner une dizaine, l'éclosion
l'éclosion, parce qu'après l'accompagnement il est divers en fonction des uns ou des tout autres. à fait. Mais l'éclosion d'une dizaine de startups et faire des licences à une dizaine de startups par an, voilà, je pense qu'on sera dans une bonne dynamique. Bah écoutez, je vous remercie tous les deux. J'ai bien aimé cet échange parce qu'il a mis l'humain quand même vraiment au cœur aussi de l'accompagnement des startups. On n'en parlait pas beaucoup. Et bah, c'est pour ça que je suis très contente de cet échange. Je te souhaite de réussir ta levée. Merci. Voilà, et merci beaucoup à vous deux pour votre engagement et votre témoignage. Merci beaucoup.